Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent, d'être là. Alors pour les nouveaux toujours, hein, je le rappellerai sans cesse, tous les jours s'il le faut. Abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que sans le partage, vous ne faites pas connaître la chaîne à vos amis, vos proches, vos parents peut-être, hein, s'ils sont intéressés. Surtout par le cours de l'histoire, car notre pays des fromages, le pays des francs, pardon, mérite d'être un peu connu. Alors, moi, je vous donne une histoire officielle qui est admise par les dirigeants, vous voyez. Alors, je sais bien, vous allez me dire, mais Raymond, enfin, pourquoi tu ne donnes pas la véritable source des règnes de ces princes? Alors, c'est vrai que l'histoire officielle est depuis longtemps rattrapée par le Vatican, l'Église, les moines, enfin bon, les dirigeants ecclésiastiques, pour pas dire les jésuites, hein, entre autres, ont récupéré l'histoire de notre beau pays, de ce royaume qui a été fait au détriment de la vérité. Moi, je vous le dis franchement, il y a de l'ombre, il y a beaucoup d'ombre dans les énumérations que je vous fais des rois, mais je vous invite à chercher de votre côté. Moi, je n'arrive pas à trouver. Alors, il y a la chaîne de Pagan TV, Oleg de Normandie, comme je vous l'ai cité plusieurs fois. Lui, il donne des sources, des historiens, notamment des historiens sérieux, mais qui sont écartés, curieusement, alors que pendant des dizaines d'années, ils ont été, on va dire, le fruit de tous les enseignements, que ce soit au lycée, l'université, les facultés, enfin, vous voyez, dans l'enseignement officiel, ces historiens-là étaient reconnus, connus et reconnus, sans jamais été l'ombre d'un doute. Et d'ailleurs, ils sont plus que jamais les seuls véritables historiens qui remettent en cause la version officielle que le Vatican et les jésuites ont depuis très longtemps, on va dire très longtemps, sans parler de l'Inquisition, où ils ont brûlé des milliers de livres concernant l'histoire officielle, pas seulement que de la religion, oui, de la religion aussi, bien entendu, de la religion chrétienne, car jusqu'au IVe siècle, avant que Jérôme aille en Israël, en Palestine, pour aller discuter avec des rabbins, justement pour établir sa Bible, qu'on appelle la Vulgate, il y avait certains écrits que le pape de l'époque a écartés, parce qu'elles ne convenaient pas à l'histoire officielle. Alors pensez donc un peu de l'histoire de nos princes, de nos rois, jusqu'à nos jours, bon, jusqu'à la Révolution. Imaginez un petit peu ce que le Vatican a pu faire, hein, comme massacre. Beaucoup de livres, je vous dis, ont été écartés. Alors, je vais quand même vous énumérer les 6 princes suivants. Alors, j'en étais à Chilpéric II, je vais vous parler un peu de ce prince. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est l'histoire officielle, hein. Je ne vous donne pas une histoire que j'aurais maniérée, comment dire, détournée ou quoi que ce soit. Je vous donne l'histoire officielle selon la source Wikipédia. Hmm. Donc Wikipédia, c'est tout ce qu'il y a de plus admis. Hmm. Personne ne remet en cause Wikipédia, et pour cause. Je vous dirai un jour pourquoi. Alors, Chilpéric Ier, donc Chilpéric II, né vers 671, toujours vers, hein, toujours autour, hein, jamais de date précise. Est mort en 721 et le roi des Francs et de Neustrie et des Burgondes de 715 à 719, puis de tous les Francs, hop, je termine, de 1719 à 1721. Ouh, il a pas gagné longtemps lui. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ouais. Vous voyez, ici on a encore autre chose, vous voyez. Hein. Il succède pour son nom à Childéric Ier, roi des Francs saliens. Bon, toujours la loi salique, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, où c'est que les mâles, hommes, enfants, adolescents, bon, qui étaient le plus proches du roi défunt, hmm, du prince défunt. Alors, Chilpéric II, donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Hmm. Après la mort, alors.
devient roi après la mort de son concurrent Clotaire IV, bon, en 1719. Alors ensuite, Clotaire II, Clotaire IV, pardon, excusez-moi, je lis très mal. J'ai pas eu de très bonne vue, je vous l'avoue, hein. Alors, mort en 719, et le roi des Francs d'Austrasie de 717 à sa mort, membre de la dynastie mérovingienne, bon, toujours, hein. Il est choisi par Charles Martel, maire du palais d'Austrasie, pour s'opposer à Chilpéric II et à Ragenfrid, maire du palais de Neustrie. C'est la première fois depuis 679 que le royaume... Oh, il n'y a pas de suite. Oh là 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 là. Bon, il coupe, hein. Ou plutôt il censure, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, après il faudrait prendre de chaque roi, vous voyez. Vous avez ici une définition beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Voilà, bon, je vais pas, je vous laisserai le soin de chercher vous-même. C'est bon, c'est assez difficile. Alors j'ai dit qui, Chipperk 2, Clotaire 4. Voilà un petit peu pour ce prince. Alors là, qu'est-ce que si je fais ça? Ah oui, là j'ai que les cuissons, ça vaut pas le coup, hein. On va pas se garder ça. Alors ensuite vient Thierry IV. Thierry IV, né vert, toujours vert, autour de 1613-1637. Début de règne 1621, fin de règne 1637. Fils de Dagobert III, il est placé sur le trône par Charles Martel aussi, après la mort de Gilles Péric II. Il ne s'agit pas d'un autre plutôt, non? Ah non, ah non, Charles Martel. Vous allez comprendre que Charles Martel, pardon, qui était-il Charles Martel au fait, hein? Bon, je regarderai ça tout à l'heure à temps perdu. Oui, c'était un roi, bien sûr. Bon. Alors, Gilles Péric II, Clotaire IV, Thierry IV, voilà, on l'a vu. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de lui, hein. Donc, fils probable de Thierry III, oui, probable, toujours pareil, hein. Avec le Vatican, c'est jamais précis, sauf quand ça les arrange. Placé sur le trône d'Austrasie par le maire du palais Charles Martel, oui, bon, en lutte contre les Neustriens, chez le Périque II et Renfroy. Ensuite, quatrième, Thierry IV. Alors lui aussi né vert autour de peut-être que bon 713-737 alors règne de 721 à 737. Voilà, bon ben il est placé sur le trône après sa mort. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Fils de Dagobert III, bon très bien, bon mais il n'y a pas grand chose de lui, hein. Alors après il y a des interrègnes de 1637 à 1643, de facto dirigé par Charles Martel, maire du Palais. Voilà, et c'est de là que nous allons basculer vers les Carolingiens, mais avant, il y a Childéric III, le fainéant. Alors, il y a l'interrègne, comme je vous l'ai dit, par Charles Martel, qui va bien sûr, on va dire, dynamiter, bon, il n'y avait pas de dynamite à l'époque, mais vous comprenez ce que je veux dire, il va dynamiter le trône des Mérovingiens pour le faire basculer rapidement vers les Carolingiens. Mais il y a d'abord Childéric III, le fainéant. Pourquoi le fainéant? J'en sais rien, mais bon. Alors, Childéric III, né vers, toujours pareil, hein, 714 est mort vers 756, enfermé dans l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer et roi des Francs, de Neustrie, de Bourgogne et d'Austrasie, de 543 à 551. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est déposé, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il est déposé par ce même Pépin en novembre 751 et fini cloîtré dans un monastère. Bon, vous avez compris que Pépin, qui c'est Pépin d'ailleurs? Ben, Charles Martel, non? Attendez, on va un petit peu voir ce qu'est ce type-là. Charles Martel, alors j'étais le cinquième, oui, Carolius Martellus, également, oui, bon, on va dire romain, hein. Karl Martel, né vers actuellement en Belgique, est mort, était un ouais, chef d'état militaire franc qui, en tant que duc des Francs et maire du palais, était de facto dirigeant de la France. De la Francie, pardon, de 718 à sa mort. Ouais,
Bon, la Francie, vous voyez, c'est avec une part allemande, belge, franque, etc., etc., etc. Fils de l'homme d'État, fils de l'homme d'État, Franc Pépin de Herzal et d'une noble nommée, bien sûr, Alpaïde. Charles Martel affirme avec succès ses prétentions au pouvoir de... Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Prise de pouvoir difficile, pacification du royaume franc. Alors, je vais dire un mot sur justement Charles Martel, si vous me permettez. Je vais vous dire, voilà une carte intéressante, regardez. À l'époque de l'Empire franc. Voilà, vous voyez. Alors, je vais vous dire un mot quand même, chers amis, sur cette bataille de Poitiers. Vous allez voir, on va un peu rigoler. Je dis bien rigoler, hein, parce que, voilà, vous voyez la croix, tout est en place, hein. Vous avez compris que c'est le règne du Vatican qui a pris possession de, on va dire, de des Francs, hein, en chassant bien sûr le dernier prince que je viens de vous nommer. Alors, en 1632, lors de la bataille de Poitiers, il affronta les armées omeyyades, bon, du gouverneur d'Al-Andalousa, l'émir Abd el-Rahman. En effet, depuis 1611, les troupes musulmanes avaient conquis la majeure partie de la péninsule ibérique, y compris les Pyrénées, hein. C'est pour ça que... Voilà. Alors, j'aimerais savoir par qui il a été... attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. On nous dit que... J'ai entendu parler que, soi-disant, Charles Martel a chassé les Sarrasins. Alors, on les appelait... Alors, officiellement, là vous le lisez, hein, c'est la bataille de Poitiers, bien sûr, où il affronta les Omeyyades. Les Omeyyades, ce n'étaient pas des Sarrasins. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Sarrasins, bon, déjà, d'où vient ce mot Sarrasin? Ça vient simplement d'un genre de blé. C'est noir, c'est un blé noir, on va dire, qui pousse beaucoup en Bretagne. D'accord? Et les gens du nord-ouest, comme du nord, qui ne voulaient pas se convertir, on les appelait les Sarrasins. Je vous explique. En fait, les Sarrasins, c'était des païens, soi-disant païens, enfin odinistes, c'est-à-dire de la religion d'Odin, le dieu Odin. Banque d'un œil, comme vous le savez, parce que dans le puits, Odin a donné son œil pour obtenir le pouvoir de la compréhension, de connaître. Donc il a donné son œil, il est borgne d'un œil, et donc le dieu s'appelle Odin, son fils Thor. D'ailleurs, vous regarderez de partout, il y a des villes, des villages où vous voyez Thor. Le mot Thor, par exemple Torigny, Torigny en Île-de-France. Ici, Torigny-Feuillard en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, donc vous voyez, enfin, en Pays de Bretagne quoi. Beaucoup de villes, beaucoup de lieux s'appellent Thor. Thor. Alors Torigny, Thor, toujours pareil, hein. Donc le dieu avec le marteau, hein, le marteau de la justice, qui au demeurant est le fils de Odin. D'accord, hein, si vous aimez un peu l'histoire, c'est intéressant de savoir. Alors, je vois pas trop exactement les Sarrasins. Il y a un endroit, je ne sais plus où exactement, où il est parlé des Sarrasins comme étant des gens musulmans. C'est faux, c'est faux. Ils n'ont jamais été musulmans, ils étaient tout simplement des odinistes de la religion d'origine de la Gaule, des premiers pays franques. Et justement, cette religion de Odin était conservée avec d'autres, hein, pas seulement que la religion odinique, hein, même chrétienne, même par le règne des... Comment vous appelez ça? Je viens de le dire. Bon, j'enlève ça, c'est pas la peine. Voilà, on revient à Childéric III, donc les Mérovingiens. Voilà. Les Mérovingiens, c'était les seuls princes. Alors pourquoi le fainéant? Ça, c'est ce que le Vatican dit. C'est ce que les jésuites nous disent.
n'est-ce pas? Il parle de fainéants. Je pense pas qu'ils étaient plus fainéants que ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Le royaume était pacifié. Il était pratiquement sans guerre, sans vraiment, bon, à part quelques guerres de palais, on va dire du palais. Bon, voilà, un roi était chassé, un autre prenait sa place, un proche ou un autre, hein. Bon, mais à part ça, le pays donc de Neustrie, le pays franc était pratiquement en paix. Et on appelait ces rois-là rois fainéants parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ben, je veux dire, il n'y avait pas d'armée à envoyer, voilà, il n'y avait pas de combat, c'est ce que je veux dire. Donc, on va s'arrêter là et on va bientôt arriver, d'ailleurs, dès demain, peut-être, si j'ai le temps. Sinon, après-demain, chers amis, je vous parlerai des rois carolingiens. Alors, Childéric III, bon, vous le savez, donc né vers 714 et mort vers, toujours, hein, bon, on l'a dit. Voilà, c'est le dernier prince qui. Je vais essayer de voir quelque chose sur lui pour finir. Ouais, d'accord. D'accord. Il était enfermé à l'abbaye de Saint-Bertin, de Saint-Omer et roi des Francs, de Neustrie, de Bourgogne et d'Austrasie de 743 à 751. Il est déposé par le maire du palais Pépin III, dit Pépin le Bref, hein, je rappelle, en 551, qui est sacré roi la même année, bien que sa filiation ne soit pas connue. Bon, il n'avait aucune filiation, aucune. C'est simplement le Vatican qui a voulu un roi proche des idées du Vatican, tout simplement, hein. C'était pour prendre le pouvoir, la possession de tout le royaume des Francs. Voilà, moi c'est ma version. C'est la version que donne Oleg de Normandie sur Pagan TV. Je vous invite à aller voir sa chaîne et vous en découvrirez de plus belles. Voilà. Alors, bon, ben je vous laisse un petit peu découvrir la vie de Childéric III. Si vous êtes intéressé voilà, c'était la dynastie des Mérovingiens, c'était la fin. C'était fini. Regardez un petit peu l'arme des Mérovingiens. Regardez, regardez. Est-ce que je peux la voir? Non, non. Voilà, regardez. Regardez les signes, regardez bien. Regardez. Alors moi, je ne suis pas un connaisseur du genre, mais tous ces signes sont des signes d'Odin. Vous voyez? Et toutes les constructions des basiliques, comme Notre-Dame de Paris, pour ne citer qu'elle, celle de Reims, peut-être, enfin, je crois, la basilique de Reims, et surtout, bon, Notre-Dame de Paris, je viens de le dire, et il y en a une autre aussi, une basilique à, je ne sais plus où elle se trouve, hein. Attendez, oh, pétard, c'est là où il y a tous les vitraux bleus. Enfin bon, vous reconnaîtrez, je vous en dirai un mot un peu plus tard. Regardez le soleil, la lumière, la lumière qui se lève sur le royaume. La lumière. Eh bien, cette lumière va être éteinte avec l'arrivée de la croix qui va remplacer le soleil. Il n'y a que Louis XIV qui va s'en servir pour des raisons très personnelles d'ailleurs, mais enfin bon, on en reparlera quand je reviendrai à ce prince, Louis XIV. Regardez tous ces signes, royauté, regardez tout ça, oui. Ça, c'est des signes d'Odin. Alors, je ne sais pas donner les noms. Oleg de Normandie, lui, il explique très bien parce que c'est un connaisseur de première. Voilà, regardez ces signes, vous voyez. C'est pas des signes chrétiens, tout ça. C'est pas des signes chrétiens. Absolument pas. Enfin bref, nous y viendrons. Je vais arrêter là. Voilà, nous arrêtons ici, chers amis. Euh, alors, ce sera Pépin 3, hein, bien sûr. Bon, c'est pas lui qu'on appelle le bref. Voilà, c'est lui, oui, voilà. C'est bien ce que je disais. Il est d'une dynastie non connue, autrement dit, venant de nulle part, si ce n'est un homme de main du Vatican. Voilà, du pontife, des évêques, des évêques du pays franc, qui n'avaient pas un grand pouvoir à l'époque. Ils le partageaient avec les autres religions. Vous comprenez? Ça ne pouvait pas aller. Vous comprenez? Le principe de l'évangile, de la Bible,
c'est de prendre le pouvoir, y compris par la force. Y compris par la force. Je vous en dirai un mot quand on en viendra ici au nom des Carolingiens. Pour l'instant, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que pour vous, tout va bien se passer. Soyez heureux en famille, sur votre lieu de travail, entre amis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, rappelez-vous, je vous parlerai un petit peu de Pépin le Bref, exactement d'où il sort à mon avis. À bientôt. Au revoir.